Alors, comme l'année prochaine, on développera plutôt la partie proprement humaine du vivant, c'est-à-dire l'intelligence et la volonté. On va essayer de finir en reprenant cette question de l'affectivité. Donc, vous voyez bien que dans l'expérience concrète, il y a, une espèce de circulation triangulaire entre la sensation c'est une piété entre la sensation, les sens, la mémoire, que nous ne sommes pas simplement des êtres. Dès que le vivant animal est un peu développé, il n'est pas uniquement dans la sensation de l'instant. Vous voyez, heureusement que nous pouvons revenir sur une sensation que nous avons déjà vécue, et la sensation renouvelée, sans la mémoire, il n'y a pas d'enrichissement de la sensation. D'accord ? Parce que je ne peux pas m'appuyer sur ce que j'ai déjà senti pour pouvoir améliorer un peu plus cette sensation. Donc la croissance de la perception sensorielle, elle est directement liée à la présence de la mémoire. D'ailleurs, on voit ça dans la personne qui a une maladie d'Alzheimer sous la forme de la perte totale de la mémoire. D'abord, la mémoire sensorielle ne disparaît pas. C'est une mémoire d'identification de l'objet. Donc, en fait, ce qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer, ça n'est pas au sens strict la mémoire, c'est ce qu'on appelle le sens commun. C'est la mémoire du sens commun. C'est-à-dire que le sens commun, c'est ce qui permet de rapporter la diversité des sensations en disant ce blanc plus cette chose qui bouge et qui a telle et telle dimension, c'est un lapin. Je rassemble les sensations les unes aux autres pour identifier la chose. Après ça, je lui mets un nom dessus. Mais même sans nom, un aigle est capable de différencier un lapin d'une souris. Et on voit bien que la maladie d'Alzheimer fait que les personnes, l'altération de la mémoire ne fait pas oublier à la personne qu'il s'agit d'une personne, mais elle n'arrive plus à identifier parmi les personnes où se situe cette personne. D'accord ? C'est ça. Mais donc, la sensation, elle n'est pas altérée. D'un coup, les gens ne découvrent pas leur lit comme s'ils l'avaient jamais, comme s'ils ne savaient même pas ce que c'est que cette chose. Ils savent peut-être plus que c'est leur lit, ni que c'est leur chambre, mais ils savent que c'est une chambre. Il ne faut pas qu'un vélo. Et puis, l'imagination. L'imagination, c'est ce qui me permet de combler les vides de la sensation. Vous savez, c'est l'histoire de l'enfant qui fait qu'au début, dès que sa mère a disparu, il panique. Et après ça, ça veut dire que sa maman, elle n'a pas disparu, dans la pièce d'à côté. Et puis après ça, elle s'en va pour 2-3 heures, mais elle va revenir. Puis après ça, elle est partie pour 2 jours, mais elle va revenir. Oui, donc c'est l'imagination qui permet de combler les vides de la sensation. Et l'affectivité, elle est au centre de ça. Mais c'est pour dire que l'affectivité, c'est la manière dont je réagis à ce que je sens, à l'objet senti, aux objets sentis. Il y a 2 orientations. Je peux partir dans la réaction affective que j'ai de l'objet, doubler de l'imagination. On voit ça très bien quand tout d'un coup un enfant hésite à pleurer. Il hésite à savoir si c'est grave. Vous savez ? Il est tombé. Alors il y a celui qui va exploser en pleurs, parce qu'il a eu peur. Il y en a un autre, il a eu peur, mais il s'est repris. C'est pas grave, il passe. Ben ça, c'est typique. C'est-à-dire qu'il y a la réaction affective, mais où la réaction affective est retemporisée, réobjectivée par la sensation. Je ne suis pas tombé. J'ai eu peur de tomber, mais je ne suis pas tombé. Ça, c'est objectif. Ou bien j'ai eu peur de tomber, et tout ce qui aurait pu se passer si j'étais tombé, ça, c'est l'imagination. Voilà, donc vous voyez bien qu'il y a un jeu, et à l'état adulte, c'est la même chose d'ailleurs. On t'annonce que les choses vont changer. Bon, ça, c'est normal, il y a un peu d'inquiétude dans l'air, de savoir, on ne sait pas encore bien ce qui va changer, mais ça va changer. T'as ceux qui disent chouette du changement, t'as ceux qui disent horreur, toutes les catastrophes qui risquent d'arriver. Et t'as ceux qui disent on va voir.
Les deux premiers sont dans l'imagination. Il n'y a pas du mieux, parce que t'imaginer que c'est une opportunité merveilleuse alors qu'il est très clair que c'est plutôt une catastrophe qui va arriver, c'est stupide. Et puis il y a celui qui dit on va voir. C'est-à-dire celui qui sait que le réel n'est pas présumable, surtout en situation de changement, par l'imagination. Il y a des gens qui veulent tout anticiper possiblement ce qui risque de se passer. Imagination. Voilà, donc il y a un jeu permanent entre sensation, imagination et mémoire, rien que sur le plan de la connaissance de la réalité, et l'affectivité, j'allais dire, à la fois elle se balade là-dedans, et elle est baladée là-dedans. Parce que si tout d'un coup, ta mémoire doublée de ton imagination a fabriqué une situation monstrueuse, par exemple le vertige, d'où ça vient que tu as le vertige? C'est pas sensoriel le vertige, c'est affectif. Pourquoi sur une planche large comme ça au sol, tu marches sur une planche comme ça, sur le sol, ça va très bien. Pourquoi si on la monte à 500 mètres, tu as peur? C'est la même planche. Elle n'est pas moins large. Il y a 500 mètres de vide en dessous. Voilà, donc c'est ton imagination. Bah oui. C'est purement ton imagination. Ce que d'ailleurs souligne Descartes pour t'expliquer que ta sensation vaut rien. Pour lui, sensation égale précisément erreur possible. Non, c'est pas la sensation qui est dans l'erreur. Sur une planche comme ça, je n'ai aucun risque. Elle est large, c'est là si vous voulez. Mettez-la de 3 mètres si vous voulez. Sur une planche de 3 mètres, ça n'a aucun sens. Vous ne risquez rien. Même à 500 mètres de hauteur sans barrière. Mais vous avez peur. Moi aussi d'ailleurs. Tu nous rassures. C'est l'imagination. Enfin, ça dépend, un montagnard n'aura pas peur. Parce qu'un montagnard, il a appris à rapporter son imagination à l'objectivité des choses. Quand vous êtes en montagne, on vous dit « éloigne-toi de la paroi ». Ton imagination te dit « pas du tout, n'importe quoi, plus je vais m'éloigner, plus c'est dangereux ». Alors que physiquement, c'est évident que plus tu t'éloignes, plus ta capacité t'agripper est forte. Moins tu t'éloignes, voilà, moins tu as de souplesse dans l'usage de tes bras, de tes membres, et donc plus tu risques de ne pas pouvoir te déplacer intelligemment. Voilà. Et donc, c'est pour dire que ce qui m'intéresse, c'est de regarder à quoi est-ce qu'elle sert, cette affectivité. Maintenant qu'on a regardé rapidement comment est-ce qu'elle fonctionne, le regard de sagesse, c'est d'essayer de comprendre à quoi elle sert. D'abord, je l'ai vu, elle permet aux individus animaux de s'adapter à leur environnement. Donc, d'éviter ce qui est néfaste et de profiter de ce qui est faste. C'est vrai, par exemple, pourquoi tu te mets à l'ombre s'il fait trop chaud? Pourquoi tu vas au soleil pour te réchauffer? C'est pas la sensation, ça. La sensation, c'est le constat que c'est chaud ou que c'est froid. Mais le constat que, ayant froid, tu vas te réchauffer en allant au soleil, et qu'ayant trop chaud, tu vas te refroidir en allant à l'ombre, ça, c'est l'affectivité. Qu'elle permet de t'adapter, c'est-à-dire de mieux user de l'environnement dans lequel on se trouve. Les sens? Non, l'affectivité permet de mieux utiliser, l'affectivité elle est toujours basée sur la sensation, mais c'est l'affectivité qui permet de mieux percevoir, ressentir, anticiper, grâce à l'imagination, ce qui va m'être favorable. Donc ce qui va permettre de qualifier, de vivre, de qualifier le vivant que je suis. C'est-à-dire de me servir de tout ce qui me permet de me développer et d'éviter tout ce qui risque de m'amoindrir. La nourriture, les conditions climatiques, la fréquentation de certaines réalités vivantes. Voilà. Donc on peut dire que c'est un moyen d'optimisation de la relation du vivant au monde. Puisque la sensation me permet, comme à l'animal d'ailleurs, d'accueillir le monde en moi, et donc me permet de me découvrir, y compris chez l'animal d'ailleurs, comme un élément du monde. Mais seule l'affectivité me permet de percevoir ce qui, dans ce monde, va favoriser le développement du vivant que je suis.
Et d'ailleurs, sauf chez les humains, pour des raisons traumatiques, on le reverra tout à l'heure, là-dessus, chez l'animal, il n'y a pas de dysfonctionnement. On ne voit pas un animal s'exposer délibérément à un risque, vous voyez, physique, la chaleur, un prédateur, de manière délibérée. Et donc là encore, évidemment, la mémoire joue beaucoup, parce que la mémoire, elle permet, comment dire ça, à l'animal notamment, d'optimiser la relation aux choses. C'est-à-dire que l'animal peut dans un premier temps avoir peur, par exemple d'un humain, et puis à force d'expérience, de réitération de l'expérience, c'est-à-dire d'utilisation de la mémoire et de l'imagination, se laisser apprivoiser. C'est très intéressant, comment est-ce que l'animal se laisse apprivoiser par l'humain. Jusqu'où d'ailleurs il se laisse apprivoiser. Un animal sauvage peut être apprivoisé, ça ne veut pas dire qu'il peut être domestiqué, c'est pas pareil. Avant qu'un lion ou un boa devienne domestique, on n'est pas rendu. Mais on peut les apprivoiser. Alors, ce que j'observe, c'est qu'il y a du coup une différence entre l'utilisation de l'affectivité chez l'animal et certaines capacités de l'affectivité qui sont chez l'animal mais qui ne sont développées que chez l'humain. Je m'explique. Dans l'animal, l'affectivité donc, est essentiellement au service de la conservation, du développement du vivant et de la génération. La finalité de la génération l'emporte sur la finalité de l'individu. Il y a un endroit où l'animal, comment dire ça, la plénitude vitale de l'animal n'existe pas dans l'individu. L'individu lui-même ne trouve de plénitude que par la génération. On comprend d'ailleurs aisément que le fait que l'individu animal reproduise son semblable, c'est comme si l'animal se perpétuait, s'auto-conservait de manière possiblement sempiternelle. C'est-à-dire au-delà à travers le temps. C'est vrai que c'est impressionnant de voir qu'il y a des espèces animales qui existent depuis des centaines de millénaires, des millions d'années. Nous, on n'existe pas depuis des millions d'années. Il y a des espèces animales qui vivent depuis des millions d'années. Ils sont toujours là. Les moustiques, par exemple. Non, je pense plutôt aux oiseaux ou aux poissons. C'est vrai, quand on retrouve des poissons dans les fosses marines à des profondeurs absolument incroyables, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font là-bas dedans, ils sont tout seuls, ils ont des formes bizarres, ils ont tous des formes bizarres. Mais c'est impressionnant de voir l'âge des espèces. Et d'ailleurs, quand on a à travailler sur la mutation des espèces, enfin pardon, la transformation des espèces, l'évolution des espèces, je vous rappelle d'ailleurs que scientifiquement, on n'a toujours pas observé de mutation d'espèces, au sens radical, c'est qu'on n'a pour l'instant aucune observation de passage d'une espèce à une autre. On a des développements d'espèces, mais on n'a pas encore de mutation pure. Parce que la mutation pure, elle est, selon la théorie darwinienne généralisée, liée à tout d'un coup à l'apparition d'un facteur positif, d'un facteur accidentel qui donnerait quelque chose d'une évolution radicalement positive. Mais ça, c'est hypothétique, ça reste totalement hypothétique, on ne l'a pas observé. Par contre, ce qu'on a observé, c'est l'ampleur de l'adaptation d'une espèce. Or, l'adaptation de l'espèce, elle ne se fait pas par la sensation, elle se fait aussi par l'affectif. Le fait qu'une espèce s'oriente vers la réitération, vous voyez, se rapproche de telle plante, se rapproche de tel milieu de vie, soit progressivement modifiée par le milieu de vie dans lequel elle s'optimise. C'est l'affectivité, ça. C'est vrai, pourquoi les humains vont se mettre à des endroits qui ne leur sont pas favorables. Pourquoi tu as des humains au pôle Nord? Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Pourquoi tu as des gens qui vont s'installer au plus profond de la jungle? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi tu ne restes pas dans les climats tempérés? Ça n'existe pas chez les animaux, ça. Vous n'avez pas un ours polaire tout d'un coup qui décide que lui, c'est la jungle.
ni un boa qui dit « moi, c'est la glace ». Ça n'existe pas. Il n'y a pas de colonie de boa au pôle Nord. Il n'y a pas de colonie de koala en Laponie. Pourquoi pas? Les perroquets n'existent pas naturellement, ne survivent pas naturellement au nord de Reykjavik. Ce qui montre bien que les animaux, alors c'est très étonnant, parce qu'on va dans le cas des oiseaux, c'est les migrations qui mettent en fonction du climat. Le fait que des espèces animales comme les oiseaux aient inventé, ça c'est typiquement ce qu'on appelle l'estimative, aient inventé la migration transcontinentale. Tu es stupéfait. Tu vois passer ces autres, tu te dis, comment c'est marqué où ça? C'est où ton GPS? C'est où ta carte? Comment tu as inventé d'aller là-bas? C'est qui t'a renseigné? T'en as un tout d'un coup qui s'est aventuré, il a dit ouais, moi je vais un petit peu plus loin. Alors c'est la réunion de ouais les potes, il y a un endroit sympa, on y va. Ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait comme ça par contre quand les humains sont allés s'installer en Polynésie. C'est impressionnant de voir que récemment que en fait on pense que les peuples marins finissent par avoir une connaissance de la mer exactement comme on l'a d'une région. Une fois que tu as traversé, si tu as vraiment un sens de la géographie, tu fais la Normandie, Nice, à pied, ou à cheval si tu veux, voilà, tu peux, une fois que tu l'as fait une fois, voire deux fois, après ça, tu peux le refaire tout seul, sans carte. Parce que tu as repéré que ça, c'est proche de ça, et que quand tu vas par là, ça arrive là, et ben, ils font la même chose en mer. Pourquoi? Parce qu'il y a des permanences de dépression, d'anticyclone, il y a des permanences de type de vent, il y a des permanences de type d'algues, il y a des permanences de type de poissons. Et donc, vous voyez, c'est impressionnant, ça d'arriver à connaître la mer liquide comme tu connais un continent solide. C'est fabuleux ça. Comme le font d'ailleurs les gens qui font de l'aile volante, hein, qui fait que tu apprends aussi à connaître un équilibre aérien, enfin de l'air. Pour toi, c'est de l'air là-haut, il y a des nuages et de l'air, mais quelqu'un qui fait vraiment bien, il sait parfaitement quelle est la géographie des masses chaudes, montantes, descendantes, sur la même colline, s'il fait ça toute l'année. Voilà, ça c'est typiquement l'affectivité. L'affectivité, elle met en relation des capacités du milieu avec les capacités du vivant. Comment utiliser au maximum les capacités du vivant? De la même manière qu'un oiseau, quand il s'adapte dans l'eau, vous savez, dans l'air, vous avez des oiseaux, ils sont capables de faire du surplace, absolument extraordinaire. Ils arrivent à doser parfaitement en fonction de la vitesse du vent, qui des fois d'ailleurs est variable, quel profil il faut qu'ils donnent à leurs ailes pour pouvoir rester sur place. Exactement comme celui qui fait de l'aile volante. C'est la même capacité. Il n'y a pas besoin d'être plus intelligent pour faire de l'aile volante que d'être un bon oiseau. Et d'ailleurs, les oiseaux, comme les ailes volantes, peuvent de temps en temps avoir un coup de vent qu'ils n'ont pas prévu, sauf qu'ils arrivent bien à se récupérer. Et donc, ça c'est l'animal. Conservation, développement, génération. Ce qui est intéressant, c'est que l'humain, lui, développe de manière forte ce qui existe de manière moindre chez l'animal, qui est l'empathie. C'est-à-dire la capacité de faire sien le monde. L'animal ne fait sien le monde, affectivement, comprenez bien, qu'en vue de son utilisation vitale immédiate. Enfin, pas que, puisque la génération, c'est un peu plus lointain qu'immédiat. Mais l'humain a une capacité d'entrer en empathie avec le monde pour pouvoir le transformer. Prendre un os de la mâchoire d'un ours et le tailler de manière telle qu'on en fasse un bijou à mettre dans les cheveux, une broche, hein, je sais pas comment ça s'appelle, ou prendre des osselets et du bois pour en faire un collier, c'est incroyable, un animal est incapable de ça.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien si Néandertal est vraiment un humain, parce que Néandertal, il s'arrête à la reproduction, à faire des silex. Il fait des silex, Néandertal. Des milliers de silex. L'apparition du bijou est très tardive, en fait. Mais l'apparition du bijou, elle est le signe infaillible de ce que c'est que la spécificité humaine. Mais ce qui m'intéresse là, ce n'est pas la spécificité spirituelle, c'est l'usage empathique. Comment tu fais pour deviner que de cette mâchoire d'ours, tu vas pouvoir faire un objet de beauté? Alors tu me diras, un homme, il se serait mis, tu vois, il suffit qu'il brandisse la mâchoire d'ours comme ça, tout d'un coup, il est quelqu'un. Mais en faire un objet qui embellit d'ailleurs selon des critères qui sont des critères... Alors c'est impressionnant quand même, que, quelle que soit la région, les bijoux primitifs ont tous des formes analogues. Se mettre une plume dans les cheveux, parce que ça je comprends, parce que c'est par analogie avec l'oiseau. Donc tu ressembles à un oiseau en mettant une plume dans le crâne, ça je comprends que c'est pas très compliqué ça. Mais par contre, se servir d'une mâchoire d'ours, la tailler, l'affûter, l'affiner, jusqu'à ce qu'elle devienne un bijou, là c'est quand même, tu as un niveau pas simplement d'imagination, mais tu as un niveau de perception empathique des possibilités de la chose. Vous voyez, c'est ça qui m'importe. Tu perçois la possibilité dans la chose. Alors, c'est fondé sur la sensation. Tu as perçu la dureté, la cassabilité, la luminosité aussi de l'objet. Parce que le bijou, il joue là-dessus. Il joue sur aussi bien sur la lumière que sur les contrastes de couleurs, que sur la matière elle-même de la chose. Un bijou fait avec des plumes, c'est pas la même chose qu'un bijou fait avec de l'os. C'est pas la même chose qu'un bijou fait avec du minéral. Alors, je rappelle que l'empathie, c'est quand même le concupiscible. L'empathie, c'est la capacité d'osmose avec les choses. Je n'entre en empathie que par ce qui dont la présence me fait du bien, mais agréable. Ce qui d'ailleurs provoque le désir de réitérer ou de demeurer dans cet agréable. Et donc c'est très bien fait. Le désir qui génère le désir de réitération de l'expérience de la chose me permet un type de connaissance par réitération. Je fréquente l'objet, ou le vivant d'ailleurs, que ce soit un animal ou mon semblable. Et donc là, c'est très étonnant. Vous voyez, le désir est au service de l'optimisation de la sensation, qui elle-même permet une imagination plus créative. Parce que je n'ai pas d'imagination sur les objets que je ne connais pas à fond. Ça arrive, vous savez, quand on a, je sais pas, 15 ans, 20 ans, tout d'un coup on se dit, ouais, ça ne doit pas être compliqué de faire un meuble, tu vois, il suffit de prendre des planches, tu vois bien, tu as vu les planches, tu as vu une scie, tu scies les planches, tu plantes 3 clous, c'est fait. Sauf que, une fois que tu t'y mets, c'est un peu plus compliqué. Hein. Puis après ça, une fois que tu as mis ta table, si tu veux faire un fauteuil, je sais pas, tu t'assois dessus, tout est cassé. En fait, tu n'as rien compris, quoi, parce que tu n'as ni une intelligence empathique du matériau que tu utilises, ni une intelligence empathique de l'effet de l'agencement des matériaux les uns sur les autres, ni une compréhension empathique des éléments qui vont permettre de tenir ces objets disjoints, parce que c'est pas avec de la colle UU que tu vas faire tenir tes bouts de bois, quoi. Ni avec du scotch, même si tu as compris. Ouais. Et puis surtout, après ça, tu n'as pas encore rapporté ça à l'usage que tu veux en faire. Et donc, dans l'animal, cette empathie avec l'objet, de nouveau, a pour but son usage au service de l'animal, au service immédiat. Alors que dans le cas de l'homme, il y a une capacité de recherche d'optimisation des possibilités d'usage. L'invention du métal, le passage du minéral au métal, c'est de l'ordre du génie. Comment tu peux imaginer que cet objet chauffé, à des conditions précises, et refroidi à des conditions précises, te donne une lame d'épée à la manière dont l'étaient les épées espagnoles du XIVe siècle. C'est de l'ordre du génie.
Alors, là encore, l'empathie d'une certaine manière, ça je l'observe chez l'homme, hein, c'est la différence, c'est que l'animal, l'empathie, pour se développer de manière qualitative, donc qui permettent à la fois le bien du vivant qu'est l'humain et l'usage optimum de ce qu'il va transformer du monde, réclame d'avoir aussi de l'irascible. Si j'ai que de l'empathie, je reste scotché sur les choses. Comme les escargots. Les escargots, c'est moins créatif que les singes. Leur irascible n'est pas non plus sur des... D'ailleurs, les escargots, c'est moins créatif que les araignées. C'est très empathique, l'escargot. Ça s'adapte bien, ça fusionne avec son support de déplacement, non? Tu ne peux pas être plus en adhésion, là. Même par rapport aux 1000 pattes. C'est impressionnant, d'ailleurs. C'est vraiment bizarre, l'escargot, ou la limace. Ou la sangsue. L'irascible, c'est très étonnant. L'irascible, pourquoi? Parce que l'irascible, ça me met à la fois à distance de l'objet. Parce que l'irascible, j'affronte l'objet, même chez l'animal. Hein. Donc, l'irascible, c'est la capacité de dépasser le négatif de l'objet pour moi. Non? Cet objet ne m'est pas faste, il m'est néfaste. Je vais le contourner, le vaincre, le pulvériser, enfin bref, je vais le dépasser. Et donc il y a dans l'irascible comme une objectivation qu'il n'y a pas dans l'empathie. Et donc c'est l'aller-retour entre la distanciation affective et l'empathie affective qui fait la richesse de la perception affective. Si t'es juste collé à ton objet, t'es sous ton doudou, avec une peluche, à 40 ans, en train de jouer à la Game Boy, en bouffant des chips, et en attendant la fin du monde. T'es pas loin de la limace, quoi. Alors, ceci dit, si t'as trop d'irascible, et que t'as pas de concupiscible, tu deviens clairement parano, t'as des ennemis partout, t'es toujours en train de te battre contre quelque chose. Même ceux qui te veulent tuer, bien d'ailleurs, faut pas trop te taper sur l'épaule par derrière. Et tu n'existes que par la conquête de la montagne suivante. Donc tu n'as pas le temps de profiter des choses. Tu es toujours en train de te battre contre. Parce que tu as peur de l'empathie, sans doute, fondamentalement. Comme l'empathique, celui qui est trop empathique, a peur de perdre l'empathie par l'irascible. Il veut garder son doudou. Il a peur que si on le met de côté, on risque de le lui prendre. Enfin, un enfant, tu vois, on va le mettre un peu plus loin. C'est fini la sucette. Fini. Et donc, dans l'irascible, il y a une distanciation, une évaluation. Alors, il y a aussi quelque chose de subjectif. Mais quand même, il y a quelque chose d'une connaissance, d'un enrichissement de la connaissance. C'est bizarre d'ailleurs. Hein. Des fois, tu connais mieux ce que tu dois affronter que t'es tombé dedans quand tu étais petit. C'est vrai? Je sais pas trop quoi, tu vis dans une famille où il y a toujours eu un chien. Et tout d'un coup, tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de vivre, mais qui a un chat. Ou l'inverse, tu n'as vécu qu'avec des chats. Ou tu as vécu sans animaux. Et tout d'un coup, tu dois passer de quelque chose qui te semble complètement connaturel, avec une empathie sans objectivation, d'accord, à une objectivation qui va devoir te faire dépasser le fait que tu n'es pas du tout envie de vivre avec un chat, ou de vivre sans animaux, ou de vivre avec des animaux. Tu as vécu dans un appartement, et tout d'un coup, tu te retrouves dans une maison de campagne où les toilettes sont au fond du jardin. Toi, ta salle de bain, c'est ta salle principale. Là, tu vois, il y a juste un vieux bac provençal avec un seau d'eau, et c'est comme ça que ça se passe. Hein, c'est typique. La connaissance que tu vas devoir acquérir de ton nouvel abri provençal acheté sur le Bon Coin pour pouvoir... Le temps que tu restaures ta maison, il va falloir que tu apprivoises un mode d'existence qui n'est pas du tout le tien. Et ben c'est bizarre que tu vas développer une intelligence que tu n'as jamais développée dans ta salle de bain. Voilà ça quand tu arrives dans une autre culture aussi. Tu dois tout apprendre.
Et où avant de discerner qu'est-ce qui est là-dedans positif, comment voilà, et ben c'est très bizarre. L'irascibilité qui te pousse à vouloir vaincre la distance entre l'objet et toi, va t'obliger à une connaissance. Et là, je ne suis pas au niveau de l'intelligence, je suis au niveau sensoriel. C'est-à-dire, si tu réfléchis trop, tu perds du temps. Les gens, ils veulent tout comprendre dans le cerveau, mais c'est une perte de temps énorme, c'est ce qu'a compris Vito, c'est-à-dire que c'est de manière sensorielle et empathique que tu comprends les choses d'abord, c'est pas d'abord par réflexion. Alors si, quand l'objet que tu as sous la main, ça s'appelle un livre, ou ça s'appelle un smartphone, ou là tu as intérêt, l'empathie, ça sert à rien du tout, parce que ça peut... Du coup, cette empathie va permettre de développer, particulièrement chez l'humain, quelque chose qui n'existe que de manière embryonnaire chez les animaux évolués, les mammifères, l'agir sur le monde, agir sur le monde. Je ne contente pas simplement de m'en servir de manière immédiate, je suis capable de le transformer pour en avoir un meilleur usage. L'aménagement de l'habitat. La différence entre un terrier et une hutte. Une case. Entre un nid et une cabane. Ce qu'on appelle le facere. Pour l'activité de transformation du monde, qui a pu avoir une forme élémentaire dans l'artisanat, une forme plus évoluée dans l'art, mais dans tous ces cas-là, tu ne développes que parce que tu as développé une empathie avec les matériaux, la matière que tu vas transformer. Et d'ailleurs aussi une empathie avec toi-même, parce que si tu veux bâtir une cabane qui te convienne, il faut que tu saches ce qui te convient. Alors vous en avez, ils ont une configuration corporelle qui fait que dans l'espace de vie dans lequel ils sont, le plus important c'est de pouvoir avoir chaud ou froid, se rafroidir ou avoir chaud. Vous en êtes, non, c'est de pouvoir se caler mieux pour dormir. Non, c'est l'accès à la nourriture. C'est pour des personnes ça. Vous avez, c'est la sécurité. Vous avez des personnes, elles ne vivent de manière heureuse qu'avec des portes fermées. Vous avez, ils peuvent avoir pas de fenêtre, pas de porte, ils n'en ont rien à faire. Vous en avez, ils ont besoin que, il leur suffit, on tire une couverture, on dort par terre. Non, il y a des personnes, ils ont besoin que le lieu où ils vont dormir est un lieu attribué, qualitatif, central. Ils vont passer 6 mois pour choisir le bon matelas. Après les avoir testés dans tous les magasins de la région. Vous en avez, c'est la salle de bain. Enfin, c'est l'endroit de la toilette, c'est vraiment l'essentiel. Vous en avez, c'est la cuisine. Vous avez des gens, ils ont un réchaud, 3 boîtes de conserve. Non, des gens qui, même de manière élémentaire, pour faire la cuisine, c'est très précis, il ne faut pas m'embêter. Le lit, je m'en fous, mais la cuisine, c'est mon domaine. Voilà. Ça, c'est pas uniquement culturel, c'est primaire, c'est animal. Et c'est intéressant d'ailleurs de savoir pourquoi. Est-ce que c'est purement névrotique ? Ou est-ce que ça fait partie, au contraire, de la configuration de mon individuation ? Donc ça, c'est le premier axe. L'affectivité va permettre le développement d'une compréhension empathique du monde et, du coup, une imagination créatrice sur comment est-ce que je peux m'en servir et le transformer, ce monde, au service de l'humain. Puis il y a le deuxième axe, qui est au service de la relation à l'autre. Donc de développer au maximum l'empathie. Parce que, autant il y a des limites à l'intérêt à devenir un caillou, ou à devenir un arbre par empathie, ou à devenir un animal par empathie. Autant il y a, comme on voit bien, un espace illimité dans l'empathie personnelle. C'est-à-dire à se servir de l'affectivité pour que quelque chose de l'autre devienne moi, quelque chose de moi devienne l'autre. Autrement dit, l'empathie relationnelle personnelle, on appelle l'amitié en philosophie, ou la relation d'altérité aimante, appelez-le comme vous voulez, se sert de l'affectif, qui est un facilitateur dans l'apprivoisement de l'autre.
C'est une médiation dans la compréhension de l'autre, qui est un outil d'ajustement à l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en philosophie l'agir, l'adgérer. D'ailleurs, quand Aristote développe l'amitié, la philia dans son éthique, hein, ça présuppose en arrière-fond, c'est très très marquant, toute cette connaissance Aristote n'a pas énormément écrit sur cette connaissance empathique. Mais on voit bien que c'est un grec, c'est un méditerranéen, donc je veux dire, elle est évidente pour lui. Elle n'est même pas problématique, c'est très étonnant. Pour les Grecs, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, est-ce que c'est parce qu'ils ont projeté leur affectivité, l'affectivité névrotique chez les dieux, parce que les dieux grecs comme les dieux romains, ils sont complètement à l'ouest, c'est des gros psychopathes, quoi, quand même. Hein. Enfin, c'est plus détordu, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Hein, mais c'est comme si, du coup, les Grecs avaient, et la Méditerranée avait externalisé sur les dieux, qui ne sont pas dieux, hein, c'est les dieux, c'est-à-dire... c'est comme une espèce de... C'est pas une assemblée de démons, mais c'est comme une espèce de manière d'hypostasier toutes les affectivités bizarres, quoi. Donc comme c'est comme une espèce de psychanalyse collective, ils les ont projetés dans un espace parallèle, qui vont d'ailleurs jouer dans le théâtre, plus ou moins, jouer le rapport de l'homme au Dieu, dans Ulysse, dans l'Iliade, dans l'Odyssée. Mais du coup, comment dire ça, non pas qu'ils n'aient pas des problèmes de vouloir assassiner le voisin ou de tromper leur femme, on voit bien que l'histoire des différentes royautés grecques et des tribus grecques montre bien que... Enfin bon, bref, ils ont des mœurs pas plus élaborées que les nôtres, même par certains côtés un peu plus tordus. Mais par contre, ce qui est très frappant, c'est que ce n'est pas une problématique philosophique centrale chez Aristote. Comme s'il le réservait à autre chose. C'est de l'ordre du théâtre, c'est de l'ordre de l'art, ça. Alors aussi avec ce qu'on peut appeler une part d'illusion, hein, dans la capacité de la vertu à réguler l'affectif. Aristote là-dessus est c'est un aristocrate, hein. Le propre de tous les aristocrates, c'est d'être un tout petit peu utopiste sur la capacité. Parce qu'évidemment, le propre de l'aristocrate, c'est qu'il a les moyens de se maintenir un milieu de vie qui lui est favorable. C'est le propre de l'aristo. Et que comme il sait tout à fait optimiser qualitativement le milieu de vie dans lequel il va être, il ne se rend pas très bien compte que sorti de ce milieu extrêmement qualitatif, sa vertu, elle ne va pas durer très longtemps. Tu sors l'aristocrate et tu le remets au milieu des sauvages, il ne va pas rester longtemps dans son aristocratie. Sauf s'il est missionnaire et qu'il a la grâce de Dieu. Voilà, c'est comme Charles de Foucault. Mais c'est pour dire que c'est très impressionnant de voir qu'il y a une erreur, il y a un biais dans la culture aristocratique grecque, et il y a dans l'histoire humaine d'ailleurs toute une espèce d'illusion de la vertu. La vertu, c'est très utile, mais c'est qu'un élément, on va le voir, c'est une capacité de régulation et d'usage de l'affectivité, mais qui réclame pour pouvoir fonctionner un milieu extrêmement qualitatif. Donc c'est très, comprenez bien, comment dire ça ? C'est très fragile la vertu en fait. C'est admirable, mais tu retires le milieu support de la vertu elle-même. Tu peux être tout à fait calme, équilibré, charmant, serviable, courageux, déterminé dans ton petit milieu. On te met dans un favelas du côté de Rio de Janeiro. Mais c'est fini, au bout de 15 jours, tu es au whisky, à la coke, ou tu t'es calfeutré dans un trou en train de trembler et d'appeler ta maman. Voilà. Donc ça, chez Aristote, c'est quand même faux point. Comme chez les stoïciens, pour un petit peu, les gens qui écrivent ça, ils sont pas, ils viennent pas des paysans, quoi. C'est pas comme Amos, il est sorti derrière le troupeau. Dieu te l'a sorti, parce que Dieu, il va chercher des gens qui sont pas dans les milieux aristocratiques. D'ailleurs, son peuple ne l'est pas du tout, à part Abraham. Mais c'est un ramassis de gens bizarres, les Hébreux, quand même. Et donc, ils sont esclaves pendant 300 ans. Ça fait pas de l'aristocratie, 300 ans d'esclavage. Et ils ont du mal, d'ailleurs, à retrouver leur aristocratie spirituelle. Mais il y a dans toute la philosophie grecque, hein, et romaine d'ailleurs, même chose, et dans toute une part, de la spiritualité chrétienne, un reste de cette aristocratie de la vertu. C'est un peu une morale d'élite. C'est très joli, il y a de très beaux écrits sur la vocation du moine. On oublie de dire que quand même, évidemment, parce que ce n'est pas le rôle du traité de la vie monastique et des 3 vœux, d'expliquer quand même qu'il y a toute une période où on n'avait pas de problème pour assassiner son père abbé. Saint-Eugulphe, il s'est fait arracher la langue et les yeux et jeter par-dessus le bord de son monastère parce qu'il amenait la règle de Saint-Benoît qui était trop difficile pour les bons moines de Lérins.
On dit poliment dans le martyrologe qu'il est mort par amour de ses frères. Il est mort par ses frères, quoi. Ils l'ont assassiné. Entre moines, c'est quand même pas très génial, quoi. Évidemment, parce qu'ils ont visé les vertus que réclame la vie monastique. Là encore, tu prends un ostrogoth, un visigoth ou un petit jeune d'aujourd'hui, ça va pas faire long feu. Ça va plutôt développer son incapacité affective plutôt que de... Voilà. Donc, bien sûr que structurellement, on va le voir, la vertu est parce que de la même manière que ce qu'on appelle l'habitus, c'est précisément l'acquisition progressive de l'usage de l'empathie affective et de l'affectivité tout entière pour pouvoir développer une créativité. Dans l'ordre de la cuisine, dans l'ordre de la sculpture, dans l'ordre de la musique, dans l'ordre du chant, dans l'ordre de la danse. De la même manière, dans l'adgéré, la vertu est ce qui va me permettre d'utiliser la richesse de l'affectivité au service de la relation de l'autre. Et des autres d'ailleurs. C'est inséparablement l'autre au singulier et les autres dans la communauté. Mais c'est très étonnant comment l'habitus s'acquiert de manière irréversible. Même sous les bombes, tu continues à savoir faire des pâtes à la carbonara absolument délicieuses. La vertu, c'est bizarre, hein, la vertu est plus dépendante de l'environnement. Pas qu'on te pousse trop loin. Pourquoi ? Parce que la vertu est une médiété. La vertu, c'est ce qui va permettre d'équilibrer l'usage des différentes dimensions de l'affectivité. C'est très intelligent, la vertu. Il n'y a pas de vertu morale sans vertu intellectuelle. Et donc, c'est un usage optimum de la richesse affective. Et évidemment, comme cette richesse affective, elle est en interaction avec les objets affectifs, il suffit que l'environnement et donc les objets affectifs soient modifiés, et ça modifie l'équilibre. Être délicieux, serviable et distingué avec des gens qui parlent français correctement, qui ont été éduqués et qui savent dépasser leur petit ego, c'est autre chose que quand tu te retrouves dans le Bronx. Les gens te crient dessus, dès que tu leur dis quelque chose qui ne leur plaît pas, ils explosent. Enfin bon, je pense aux professeurs aujourd'hui qui ont à faire un travail d'éducation, alors que normalement ça doit s'appeler l'instruction publique. Voilà, mais précisément, là je vois dans l'usage vertueux de l'affectivité à quel point l'affectivité peut être au service de la relation à l'autre. De nouveau, hein, je vous le redis plus au ralenti, elle accélère, elle intensifie la connaissance de l'autre. Elle me permet de me servir de toutes les dimensions de l'expérience. C'est pas simple d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des choses que je comprends par analogie, donc une empathie qui me fait comprendre comment il y a quelque chose de l'autre qui fonctionne affectivement comme moi, donc cette synergie dans le fonctionnement me permet de me rapprocher de l'autre et des fois de le connaître mieux. Des fois c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'affectivité, elle est complémentaire de celle de l'autre, et donc cette complémentarité permet là encore une synergie qui permet un autre type de connaissance que celle par similitude. Et puis il y a la part antagoniste des affectivités, les endroits où les fonctionnements affectifs sont non seulement asymétriques, mais orthogonaux. Face à ça, toi tu réagis comme ça, moi je réagis, c'est exactement l'inverse. Mais pas l'inverse au sens où tu acceptes que c'est complémentaire. L'inverse au sens où toi ça te déstabilise un peu plus affectivement que j'ai réagi comme ça. Oui, c'est compliqué. Et puis il y a le pire, c'est quand le plus dysfonctionnement de l'empathie de l'un enclenche sur celle de l'autre. C'est les communications de la terreur. Tu en as un qui tout d'un coup est dans la panique, celui d'après ça part dans l'hystérie, le troisième pique une crise nerveuse, et le quatrième fait une syncope. Là, tu as raté l'empathie, là. Je me dis parce que j'ai vécu ça, moi, une fois dans la communauté. Un frère qui commence une crise d'épilepsie, le deuxième est parti dans un espèce de... Puis alors, tout d'un coup, tout le monde se sentait un peu mal, quoi. Dans une seule pièce, hein. Bon, dans une ambiance un petit peu surchauffée, empathiquement. L'hystérie collective. Il y avait juste une souris, au bout de 3 minutes, c'est un monstre qui va dévorer tout le monde. Enfin, tu vois, c'est le téléphone arabe de l'affectif. La petite rumeur devient un énorme truc au bout de 5 minutes. C'est un peu concis. Le commérage, c'est ça. Hein. D'un coup, ça devient une affaire de savoir si, je ne sais pas quoi, il a mis des chaussures bleues ou elles étaient vertes. A-t-elle la même robe que moi? Enfin, d'un coup, ça peut devenir absolument... Goscinny, je vous lisais Astérix, c'est bourré de ça. Le village gaulois, ça
C'est impressionnant. On pourrait faire un cours, alors, uniquement dans ce qu'a écrit Goscinny, parce qu'après, c'est un peu la même richesse de la perception de la personne, mais tu as un laboratoire de l'affectivité dans le village gaulois qui est absolument extraordinaire. Il faudrait prendre le temps de faire pas une psychanalyse, mais de s'en servir comme pédagogie de l'apprivoisement de la richesse et de la complexité affective. Parce que notre âme, la dimension affective de notre âme ressemble à elle toute seule à un village gaulois. Et donc tu la mets en contact avec l'autre village gaulois d'à côté. Tu mets un village basque avec un village breton, tu rajoutes un village, je sais pas quoi, d'Auvergnat, plus un village d'Ardéchois, un village de Savoyard, plus un villoire de Belge, et tu secoues le tout là. Et là, tu as t'as le commencement d'une nation ou la fin de tout. Mais on voit la même chose dans une vie religieuse où tu as tout d'un coup 4 nationalités sur 8 frères. Puis des nationalités bien avec des univers empathiques qui sont vraiment pas les mêmes. Je vois très bien, on a joué au rugby une fois. Tout d'un coup, un frère africain, mexicain, se met dans une rage folle à vouloir taper le frère français. Mais c'était plus fort que lui, il était déchaîné, quoi. Alors on le ceinture, on l'arrête. Au début, il ne savait même pas pourquoi il était parti comme ça. Qu'est-ce qu'il lui en avait, il ne savait pas. Et c'est dans un deuxième temps qu'il a compris que dans sa culture, on ne touche pas au visage de l'autre. Au rugby, on ne fait pas dans le détail. Hein. Donc l'autre, le bon frère français qui était un peu un Gaulois de base, quoi, il l'a attrapé et il a dû lui ceinturer, je ne sais pas trop quoi, le visage, enfin bon, bref. Et donc l'autre, c'était culturel. Sa culture affective était que ça, c'est pas possible. Et tout d'un coup, l'animal sauvage s'est réveillé en lui. Et alors une fois qu'il a compris, évidemment, tout de suite, il allait demander pardon, puis après coup, il a compris. Parce que, là encore, vous comprenez bien que cette affectivité, elle est éduquée collectivement par la culture, mais éduquée et en même temps déviée. Vous voyez, parce que la culture, elle est que la résultante, pas toujours de ce qu'il y a de meilleur. Elle est aussi, en partie, la résultante de modes de fonctionnement sécuritaires, ou, vous voyez, ou xénophobes, ou voilà. Donc vous voyez bien, ce qui m'importe, c'est que vous voyez que c'est pas facile d'apprivoiser cette espèce de... Parce que l'affectivité, vous voyez bien, c'est fluide. Donc, parce qu'il y a cette espèce de grande logique du désir, qui est une logique qui me porte vers les objets avec une force qui peut être extrême. Et puis, il y a en même temps la force de la réactivité, la force de la réactivité devant la résistance de l'objet. Et donc l'irascible. Et puis après ça, vous voyez bien qu'il y a toutes les stratégies du désir et toutes les stratégies de la conquête. C'est pas les mêmes. Et donc ça développe du coup une espèce de malléabilité adaptative du vivant, qui est l'humain, ou qui est l'animal tout court d'ailleurs. Et donc quand vous mettez ces affectivités stratégiques, vous voyez, ces espèces de déploiement vital de l'humain en synergie pour le coup, ou en contact les unes avec les autres, voilà, ça crée des interactions affectives partout. Donc très vite, l'interaction affective est complexe. Un individu qui est tout seul avec lui, son caillou au milieu du désert, ça va bien. Tu lui rajoutes déjà quelques végétaux et quelques animaux, c'est plus compliqué, mais tu lui rajoutes des semblables, ça l'est encore plus, et tu le plonges dans un village, j'en parle pas, et dans une ville, c'est l'enfer. Parce que tu arrives à 7h du matin à la gare Saint-Lazare, tu as des milliers d'affectivités en état de surchauffe qui entrent en contact les unes avec les autres, le tout dans une ambiance culturelle elle-même complètement surchauffée et inintelligente, qui consiste à aller le plus vite possible, tu sais pas pourquoi. Mais de toute façon, tu dois courir. Si tu cours pas dans la gare Saint-Lazare, t'es mort, piétiné. Donc tu dois courir, c'est une question de la vitesse du flux. Si vous êtes allé déjà à la gare Saint-Lazare à 8h, c'est comme ça, hein. Tu sors du métro, t'as intérêt, si tu veux pas, tu vas marcher dessus par derrière. Donc ça veut dire que de toute façon, au-delà de 70 ans, c'est fini. Enfin, aux heures de pointe. Hein. Et jamais avec un enfant, enfin tu vois, de la poussette. Voilà. Et donc, là on voit bien, on se dit, mais c'est quoi ces animaux ? C'est quoi ces animaux ? Pourquoi j'ai besoin de tous les matins d'être dans un troupeau de buffles menacé par les flammes, quoi. Le troupeau qui est menacé par les Indiens. Tous les matins, parce qu'une fois les buffles, c'est de temps en temps. Hein. Les gazelles ne sont pas tous les jours coursées par les lions. Quand ils ont faim. Voilà, ils ont faim.
Ils font des réserves pour quelques jours. Hein. Et là, tous les matins, et quand je dis tous les matins, c'est des fois toute la journée, dedans, tu es là-dedans. Voilà. Ça, c'est vraiment l'affectif. Okay. Et c'est très difficile de s'en extraire. Pourquoi? Parce que, j'y reviens, l'affectivité a quelque chose de fluide. Et d'être dans un contact non objectivable. Voilà. Tu es dans de la subjectivité, dans de l'intersubjectivité. L'affectivité, elle fonctionne en état de contact intersubjectif. Intrasubjectif d'ailleurs, c'est la relation de moi à moi-même. Il y a des jours je me déteste, il y a des jours je m'aime beaucoup, il y a des jours je voudrais pas exister, il y a des jours je voudrais être 3 fois moins. Enfin bon, moi je voudrais être quelqu'un d'autre, c'est compliqué aussi. Hein. Déjà de soi à soi, c'est compliqué. Mais c'est aussi, voilà, dès que c'est la synergie collective de l'affectivité peut générer des structures accompagnantes, positives, aidantes, résilientes et qui m'aident à devenir moi-même, ou inversement, être perturbatrice, créer de l'inertie, vous voyez. Je peux dire aussi, parce que c'est une partie de la philosophie politique, que développer une culture, développer des structures de vie sociale, développer une organisation de l'habitat, développer une organisation du commerce, des transports, voilà. Tout ça, normalement, ça devrait avoir pour finalité de permettre à ce qu'un maximum d'individus acquièrent les vertus de la maîtrise harmonieuse de son affectivité au service de son propre bien et du bien des autres. C'est ça le but, c'est l'idéal. Alors après ça, le mythe d'une d'une génération toute entière, qui est la génération d'après-guerre, moi j'ai pris ça, conscience de ça, malgré la philosophie très tardivement, c'est que dans les années 60, 70, début 80, on vit dans le mythe rousseauiste, qui est que si tu organises bien la vie sociale, ça crée naturellement de la vertu. Si tu as une bonne ambiance, une bonne culture, une bonne répartition des richesses, des bonnes lois, alors tout va bien. C'est totalement faux. Tu ne vas bien que par la vertu. Parce que si tu ne régules pas toi-même ta propre affectivité, ce n'est pas l'environnement qui va suffire à la réguler. Nous ne sommes pas des animaux. C'est quoi la différence entre sensibilité et affectivité du coup? La sensibilité, comme son nom l'indique, elle vient de la sensation. Pour avoir une perception sensorielle plus ou moins aiguë du son, du goût, de l'odorat. Voilà. Ça, c'est la sensibilité. Alors que l'affectivité, c'est toute cette réactivité interne. La sensibilité, d'une certaine manière, elle est à la frontière entre l'interne et l'externe. Alors que l'affectivité, elle est d'abord interne. C'est une forme d'intériorité, l'affectivité. Et on le verra l'année prochaine, mais le travail de la vie de l'esprit, c'est de personnaliser et de qualifier cette intériorité. Alors, pour finir, vous voyez bien qu'il y a évidemment, vous l'avez compris depuis le début, un chantier par rapport à ça, c'est toute la complexité affective créée par ce qu'on appelle aujourd'hui les expériences traumatiques. Qu'est-ce que c'est? Il se trouve que l'humain, quand on observe l'humain dans sa croissance, de 0 à 20 ans, il y a plein d'expériences que l'enfant, puis le jeune, n'assume pas. Pourquoi? Parce que l'homme est l'animal le plus lent dans l'apprentissage. Et il est lent dans l'apprentissage, non pas parce qu'il est bête, parce que la complexité et la richesse qui est la sienne est complètement en décalage avec le reste des réalités humaines, animales, pardon. Et donc en fait, si on est objectif, le développement de l'humain réclamerait un niveau qualitatif d'environnement de la croissance, un niveau qualitatif d'interlocuteur de la croissance absolument démesuré par rapport à ce que sont en moyenne les humains. Tout simple. En gros, vous ne pouvez pas
comment dire ça, accompagner le développement naturel d'un prototype de Ferrari avec des gens qui ne savent à peine faire du tricycle. C'est-à-dire qu'en gros, les humains, quand ils ont des enfants, sont d'un niveau d'incompétence effroyable. Voilà. Il faudrait 3 vies pour devenir, sans doute, 3 vies, chacune éminemment qualitative, de suite, pour commencer à être à peu près au niveau de ce dont un petit homme aurait besoin de 0 à 20 ans. Faire simple. Étant donné la singularité de la personne, voilà. Donc ça veut dire que l'espèce de bizarre chose qui est l'humain, qui est d'avoir un matériau de base de type animal, mais avec un niveau de perception spirituelle et d'identité extrêmement poussé, qui s'appelle l'esprit. Voilà. Donc cette chose-là réclame une lenteur de maturation et une qualité dans l'environnement maturant. Vous comprenez bien, le sein maternel dans 95% des cas est d'un niveau de qualité par rapport à ce dont l'organisme de l'enfant a besoin qui est maximum. Mais après ça, tu arrives dans le monde et tu n'as pas la suite, tu n'as pas le service après-vente. On t'a fabriqué comme une Formule 1 et tu as des conducteurs de tricycle. Donc ça va pas. Ça va pas. Mais c'est vrai, ils sont très touchants. Enfin, vous me direz, c'est facile quand on en a fait l'économie, mais c'est touchant de voir les jeunes parents. Mais tu te dis, mais c'est des boxeurs qui s'occupent d'un petit bébé. Enfin, ils ont des gants de boxe. On est quand même, basiquement, même les meilleures mamans du monde, c'est quand même d'une inintelligence que d'ailleurs leurs enfants ont des fois la gentillesse et la bonté de leur expliquer après coup. Et si elles sont un peu généreuses, elles le reconnaissent humblement. Et c'est pas pour autant qu'il ne faut pas prendre ce risque, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre la mesure de ce risque. Pas du tout pour... Vous voyez ? Et une fois que j'ai compris ça, je comprends que du coup, il y a toute une intelligence de ce qui se passe ou de ce qui survient affectivement dans la vie de l'enfant qui doit assumer tout seul sans les moyens. Voilà. C'est ça la situation traumatique. C'est que tu dois te bricoler une réactivité aux situations sans compréhension. Donc qu'est-ce que tu fais ? Tu réagis selon des logiques primaires d'animal menacé. Et les logiques primaires de l'animal menacé, quand elles se réitèrent dans l'enfant, elles donnent ce qu'on appelle une névrose. Parce que du coup, tu as des réflexes de défense face à l'incapacité d'assumer la situation. Donc tu inventes quoi ? Tu inventes des modes réactifs. Et ces modes réactifs, au bout d'un sens, se réitèrent et ils s'inscrivent en toi. Et quand tu comprends 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard que, en fait, c'est dommage parce que ce qui t'a protégé t'a empêché de grandir. Ça t'a protégé de 0 à 10 ans, de 10 à 20, ça commence à te tomber, et à partir de 20, ça t'a définitivement ralenti. C'est ça les humains. Donc ça veut dire que cette affectivité, c'est une drôle d'histoire aussi, après ça, dans l'accompagnement. Alors en plus, même s'il y avait un milieu extrêmement qualitatif et des interlocuteurs parfaitement éclairés et vertueux eux-mêmes, comment dire ça ? Il manque aussi une vie. C'est comme d'ailleurs si même chez l'humain, l'animal humain le mieux environné du monde, il y a une peur fondamentale qui est préalable à l'environnement dans lequel il est. Et cette peur fondamentale inhibe, on le reverra, la volonté, c'est-à-dire la capacité d'empathie spirituelle avec les choses. C'est-à-dire qu'en gros, nous sommes fondamentalement sur la défensive méfiante. Nous avons originellement peur. Et on ne peut pas mettre ça sur le dos de la naissance, pour le coup de nos parents ou de l'environnement. Non, c'est beaucoup plus originel, c'est très bizarre. Si on avait une mémoire de la peur, un peu comme les animaux, vous savez, vous citez l'exemple du guépard, là, je ne sais plus si c'est au Mali ou au Tchad, qui devient complètement fou dès qu'on... Non, le chien qui devient complètement fou dès qu'on lui met une peau de guépard sous le nez. La mémoire, vous voyez, la mémoire ancestrale de l'animal dans un milieu donné. C'est comme si nous étions habités par ce que la théologie développera comme le péché originel, mais nous étions habités par une peur, une défiance. Alors, moi, je dirais pas tout de suite culpabilité, mais aussi une incertitude, une insécurité fondamentale. Mais une incertitude, c'est pas que le côté de la sécurité, c'est le côté de l'incertitude. Nous ne faisons pas confiance à la connaissance que nous avons. Et ça, c'est mystérieux, ça reste mystérieux. Le fait que, sauf chez les saints, on n'arrive jamais à soigner ça, jusqu'au bout. Et ça plombe complètement. Oui, à la base, puisque, on le reverra, l'esprit est fait pour être instantanément lui-même dans tout l'être humain,
bizarrement, il ne peut pas être complètement lui-même dans l'affectif. Parce que l'esprit, d'une certaine manière, débarque dans une structure affective où l'élément de méfiance et de peur est très, 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 très radical. Nous sommes stressés de base. Un peu parano. Du coup, autocentré. Pas par égoïsme, mais par peur. Parce que la peur, ça rétracte. Un stress de base. Un stress de base. Un peu parano. Oui, on pourrait dire qu'on est. On peut dire qu'on. Ou alors on peut le dire autrement, on peut dire qu'il y a quelque chose en nous qui est comme sidéré. En état de sidération originelle. Qui fait qu'on ne comprend pas. Il y a un truc en nous qui n'arrive pas à. On est encore en train de se demander ce qu'on fait là, quoi. Voilà, donc là, il y a un chantier. Comment dire ça sur qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est tout le problème c'est tout le dialogue entre la philosophie et la psychologie pratique, c'est-à-dire la psychanalyse, la psychothérapie. En gros, comment tu fais et les pratiques éducatives et les pratiques d'auto-éducation de soi, parce que c'est à nous à prendre charge personnellement ça au bout d'un certain temps. Peut-on le faire seul? A-t-on besoin de l'autre? De qui a-t-on besoin? Comment peut-on aider l'autre? C'est des questions, c'est-à-dire que ce que je disais au début sur cette empathie de la personne, elle est évidemment, elle en prend un coup par le constat de cette fragilité de l'affectivité. Donc elle réclame du coup un surcroît. C'est là que la réflexion, l'empirisme ne va pas suffire. Il faut vraiment qu'il y ait une espèce de recul de sagesse. C'est à ça que sert la philosophie. Pourquoi est-ce qu'il y a un amour de la sagesse qui naît chez l'homme? Parce qu'il perçoit bien que sans un recul et une perception suffisamment objective, qualitative et dépassionnée, il n'y arrivera pas. Je pense qu'on peut dire que la philosophie est une nécessité absolue dans la croissance de la personne, quand on voit le degré d'empoisonnement de la vie des individus par leur affectivité. Et même la psychothérapie ou la psychanalyse, elle n'est pas suffisante. Il faut un regard de sagesse. Ce n'est pas le travail du psychologue ou du psychanalyste que de me donner tout le relief de ma personne. Lui, il m'aide ponctuellement, c'est un technicien. C'est un technicien de la représentation faussée. Encore faut-il que j'avance beaucoup plus vite quand j'essaye d'inscrire cet apprivoisement ou cette rectification des dysfonctionnements de mon affectivité dans l'ensemble de mon chemin personnel. Parce qu'évidemment, ce qui nous meut le plus profondément, c'est le désir du vrai, le désir du bien, c'est cette tension vers du bien et du vrai. Encore faut-il que j'ai goûté suffisamment déjà le bien et le vrai pour pouvoir trouver une énergie positive pour rentrer dans cette rééducation. Vous avez des gens qui font des psychothérapies de manière totalement égoïste, orgueilleuse et autocentrée. Et ils sortent de là, tu les en sortiras plus jamais. Une fois qu'ils ont acquis leur petit équilibre d'eux-mêmes à 3 balles, là, c'est fini jusqu'à la fin de leur jour. Donc c'est une catastrophe. Comme le développement personnel, ça peut créer des pervers narcissiques de haut niveau. Enfin, vous voyez, donc ça veut dire que la seule chose qui me permet d'aborder humblement et de manière efficace cette fragilité de l'affectif, c'est de resituer ma personne dans sa finalité profonde, qui ne dépend pas de l'affectivité, heureusement. On le reverra l'année prochaine. Ni la perception du vrai, qui échappe totalement à l'affectivité dans ce qu'elle a d'objectif, ni la perception du bien n'est soumise à l'affectivité. C'est la mise en œuvre des moyens qui doit passer par l'affectif. Ce n'est pas la perception profonde. Voilà. Donc, rendez-vous au mois de mars. C'est une question, Albert. Oui. C'est quoi l'empathie avec les animaux ou les plantes ou les minéraux ou... C'est l'empathie élémentaire, c'est-à-dire que, comment dire ça, alors on pourrait dire oui, elle est plus simple et plus limpide. Non. On peut s'investir dans son champ, dans son blé ou dans ses arbres ou dans ses fleurs exactement comme on s'investit dans ses chats ou dans ses chiens en ayant 150. Par compensation de son incapacité à s'investir dans l'empathie vis-à-vis de soi-même ou de l'autre. Mais c'est vrai que c'est un terrain d'empathie fondamental, c'est comme une école de l'empathie. Et donc c'est vrai que découvrir l'empathie, c'est normal que j'ai une empathie vis-à-vis des minéraux, puisque je suis constitué de minéraux, c'est normal que j'ai une empathie envers les végétaux, puisque je suis un végétal, c'est normal que j'ai une empathie envers l'animal, puisque je suis un animal. Mais précisément la juste empathie envers le monde minéral, ça existe aussi vis-à-vis du minéral. Les gens qui sont passionnés de la mer. Ouais. La mer, c'est pas d'abord du vivant, c'est d'abord du liquide. Et donc, l'empathie envers le monde physique, l'empathie envers le monde végétal et l'empathie envers le monde animal, comment dire ça, elles sont
oui, comme une espèce de développement élémentaire. C'est un exercice élémentaire de l'empathie. Mais elles ne peuvent pas me servir de modèle. Parce que je ne peux pas développer une empathie vis-à-vis des autres comme celle que je développe vis-à-vis des animaux. Mais il faut mieux. Oui, ceci dit, il y a des situations où il vaut bien mieux que quelqu'un investisse une empathie vis-à-vis d'un animal avec des éléments humains, plutôt que de rester dans son incapacité à entrer en relation avec qui que ce soit. Enfin, tu vois. Donc, il faut faire attention aussi. Ça peut être c'est pas un ersatz, ça peut être une compensation, mais dans lequel se développe un minimum, parce que c'est un vivant. Et donc, un humain peut aussi développer, finalement, apprivoiser tout doucement sa difficulté dans la relation aux autres par l'animal avec lequel il vit. Il ne faut pas trop vite se précipiter pour priver la personne de l'animal en pensant que c'est parce qu'elle ne va pas chez les humains. Puis il y a toute une part aussi de nouveau, de l'empathie envers l'animal, qui est un terrain d'expérimentation de ce que c'est que tout ce monde affectif. Que des fois, d'ailleurs, les humains ne permettent pas parce qu'ils s'y prêtent, tu vois, ils s'y prêtent pas parce qu'ils sont même compliqués. La complexité de l'animal, elle n'est pas traumatique. Enfin, sauf si tu te mets à le faire rentrer dans ta pathologie, mais... Oui, c'est pour ça que mon expérience, les animaux, c'est comme la matière, en fait. Elles ne mentent pas. Donc, tout de suite, ils t'obligent à avoir une certaine maturité dans ton comportement parce que la réaction, elle est... Alors, c'est vrai, si j'ai une sensation, une certaine objectivité de la sensation. Parce qu'il y a des gens qui ont des animaux, comme il y a des gens qui ont des enfants qui sont essentiellement projectifs. Et malheureusement, on croise les deux. Il y a des gens qui ont des rapports à leurs chiens, ou des rapports. Il y a des chasseurs qui ont des rapports à leurs chiens, et des gens qui ont des rapports à leur souris savante, ou à leur. Enfin, c'est très bizarre, hein. La relation empathique. Mais par contre, je pense que, on va le dire dans l'autre sens, c'est une pédagogie fondamentale. Je ne dirais pas qu'elle est nécessaire, mais je pense que quand on en a l'opportunité, c'est une grave erreur que de ne pas en profiter. Et de découvrir précisément les animaux avec lesquels on est plus facilement empathique. Parce que ça permet un dialogue avec soi. Je trouve que c'est bon d'aider un enfant à découvrir quel est le type d'animal avec lequel il sera plus empathique. Il faut être prêt à tout. Hein. Il y en a qui aiment bien collectionner les araignées. On avait un frère, je me souviens de l'époque, il avait ça. Collectionner les migales. C'est pas spontanément. On l'a orienté vers un travail thérapeutique.